Merci Jérôme. Le moment de conclure ce colloque, et pour ne pas le conclure après Rebecca, pour ne pas le conclure après Laurent, qui, je pense, une fois qu'il nous aura fait sa conclusion, on ne sera plus en état de dire quoi que ce soit. Et donc, on a décidé avec Anne de vous dire un petit mot juste avant les conclusions. Simplement un mot de merci à vous d'être venus, à vous de nous avoir suivis en ligne. Et puis, un mot pour un certain nombre de personnes et d'institutions sans lesquelles on n'aurait pas pu faire ce colloque. Au premier rang desquels, évidemment, les deux institutions qui ont organisé ce colloque, à savoir l'Atelier 231 et l'association Rouen-Normandie 2028, Capitale européenne de la culture. Son président, Daniel Avis, n'a pas pu venir aujourd'hui, mais je salue Christine de Saintré, élue métropolitaine et vice-présidente de l'association qui avait ouvert ce colloque hier matin et qui est là avec nous pour le conclure. Et puis d'autres partenaires qui étaient avec nous, la ville de Sotteville-le-Rouen évidemment, la ville de Rouen et la métropole Rouen-Normandie qui ont participé aussi au financement de ce colloque. Anne ? Oui, et donc nos partenaires aussi, le réseau In Situ, qui est partenaire de l'événement, également avec la présence de Pierre Sauvageau qui nous a fait l'honneur de cette ouverture très inspirante hier. Et puis le Arsena, bien sûr, le Centre de ressources nationales pour les arts de la rue, le cirque et le théâtre, dans le cadre d'un partenariat ressources. Donc on pourra retrouver aussi des podcasts en ligne sur le site d'Arsena. Voilà. Et puis voilà, on était une équipe aussi à la conception de ce colloque, Anne et puis Sylvain, que je tiens vraiment à remercier. Sylvain qui a été, tu peux l'applaudir, ouais, qui a été une des chevilles ouvrières dans la conception de ce colloque, dont l'idée a émergé il y a bientôt 6 mois, qui a été une cheville ouvrière absolument très importante de ce colloque. Et donc Sylvain Marchand qui est entre autres responsable du centre de ressources à l'atelier 231. Donc c'est un beau lieu que vous pouvez venir visiter en prenant contact avec lui. Il y a plein de ressources, d'ouvrages, d'audiovisuels, etc. C'est à moi. Oui, tu voulais remercier deux femmes merveilleuses. Je devais remercier 2 femmes, tout à fait, parce que évidemment on a eu ce petit trio de départ. Mais on a très vite associé Rebecca Armstrong dans nos réflexions, cogitations, phosphorescence, je ne sais pas comment le dire. On a phosphoré ensemble. Et merci également Rebecca pour cette très belle modération sur 2 jours, ces exercices de synthèse merveilleusement réussis. La première ce matin, la deuxième à venir. Et puis, bien sûr, Fabienne Kemener, qui nous a rejoint aussi dans ses réflexions et qui a été... Ben voilà, je te cherchais. Qui nous a accompagnés aussi pour réfléchir à tous ces intervenants, ces articulations. Oui, vous pouvez l'applaudir aussi. Et puis, voilà, le colloque, ça a été aussi un lieu, un très beau lieu aménagé et magnifique, un magnifique écrin aussi réalisé. On l'a eu ce matin en table ronde avec Fabrice de Perrois qui nous a fait ce décor magnifique France-Chine, comme dirait Laurent Petit. Et puis, l'équipe des plastiqueurs. Et l'équipe des plastiqueurs, bien sûr, qui était avec lui. Et puis aussi des équipes qui nous ont accompagnés de l'organisation. Alors évidemment, je remercie toute l'équipe de l'association Rouen-Normandie 2028 qui a été avec moi. Je vois Sonia, je vois Émilie, je vois Gilles, que je voudrais remercier particulièrement, Gilles Plouchard, qui est en master et qui a été en stage avec moi pendant ces 3 derniers mois et dont le stage a été consacré à l'organisation de ce colloque, ce qu'il a fait avec beaucoup d'application, de minutie, beaucoup d'autonomie. Voilà, donc je tiens à le remercier absolument pour ce stage. Et puis des équipes de la métropole de Rouen aussi qui sont venues donner un coup de main. Vous les avez croisés à l'accueil hier et aujourd'hui. Juliette, Francis, Alizé, Karim qui sont venus nous prêter main forte pour l'accueil. Et donc à mon tour aussi de remercier toutes les équipes qui ont œuvré pendant ces 3 jours. Bien sûr Guillaume Patard-Legendre qui est secrétaire général de l'atelier. Et puis alors, je ne peux pas tous les citer, mais toute l'équipe de l'atelier 231 sur l'accueil, l'intendance, parce que je ne vous cache pas que ça a l'air simple, mais il y a plein de petites choses à voir. Donc merci de votre présence, de votre implication. Et puis, bien sûr, les équipes techniques menées par Christophe Mouchère, qui est régisseur général de l'atelier 231, qui a coordonné cet ensemble technique. Et je peux vous dire que comme on va bientôt commencer Vivacité, c'était un sacré challenge de faire ce colloque. Merci beaucoup, Christophe, et toutes les équipes, les intermittents du spectacle qui ont participé. Didier et Brigitte, bien sûr, au niveau de la restauration, qui ont émerveillé nos papilles.
Et avec toutes leurs équipes également. Je ne cite pas tout le monde, mais j'en vois plusieurs dans la salle. Et merci pour tout ça. On a été ravis, parce que c'est important, pour bien réfléchir, de bien manger. Ça, on a très très bien mangé. Des intervenants aussi, très nombreux et nombreuses. Tu les citeras, Rebecca, mais évidemment, on les remercie énormément. Et puis des artistes qui ont été avec nous. Oui, un colloque, on se dit que c'est bien aussi de s'aérer un peu la tête, de partir un peu plus loin dans l'imaginaire, de ne pas rester... même si les intervenants nous ont pas mal embarqués aussi, hein, je dois dire. Mais en tout cas, merci beaucoup à Laurent Petit, qui a été avec nous présent sur les 3 jours. D'abord sur cette conférence inaugurale sur l'Europe assez extraordinaire, je dois dire, et qui a été un petit fil rouge. Hein, on y a fait référence pendant 3 jours. Et puis, donc, Laurent Petit et la NPU, bien sûr, de nouveau avec Fabienne et toute l'équipe de la NPU. Et puis, Laurent qui va nous faire cette conclusion des cadrans. Donc, il a pris plein de notes, plein d'inspirations. On va voir ça tout à l'heure. Et bien sûr, le Jebistaki, qui nous a offert un bel horizon hier soir, sous une pluie diluvienne. Mais ils sont restés jusqu'au bout, le public aussi d'ailleurs, et c'était un très beau moment qui a été souligné par Christina d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ce public normand qui reste sous la pluie? Il y a des trompes d'eau. Et effectivement, le public normand est très proche du public breton, je le confirme, et on a les kawés, on a tout ça, et même sur les kawés, on reste assis par terre dans la pluie jusqu'au bout. En tout cas, voilà, merci beaucoup au Jebistaki et à Florent d'être intervenu. Et puis, on aimerait bien dire un petit mot aussi sur la boutique à films, parce que effectivement, les rangs de ce colloque sont un petit peu clairsemés cet après-midi. Ils étaient un peu plus remplis hier. C'est pas facile dans le contexte actuel de se déplacer. Et grâce à la boutique à films, on va pouvoir avoir aussi des traces de ce colloque. Et pour nous, c'est très important. Donc, on peut peut-être remercier Camille et Clément. Alors, Camille De Bruyne, hein, de la boutique à films, qui a organisé tout le live stream. Alors, vous ne le voyez pas, mais le dispositif technique est assez impressionnant. C'est super. Donc, il est accompagné de Clément Soyer, voilà, à la caméra, juste ici. Donc, pour les téléspectateurs, c'est ça. Et puis, bien sûr, à la prise de son, Jérôme Jans, qui a fait toute cette prise de son, qui servira aussi au podcast futur. Préciser que ce live stream sera accessible en replay. Oh là là, tous ces mots anglais, là. Bon, enfin, vous pourrez revoir l'ensemble du contenu de ce colloque dans les prochaines semaines. On vous enverra les liens, soit par l'atelier 231, par Rouen 2028. Vous aurez tout ça. Ah oui, juste un petit mot aussi, avant Thomas, peut-être que tu conclus sur la suite ou l'avenir, en tout cas, des prochaines rencontres capitales européennes. Non, juste vous dire aussi qu'on ouvre le festival Vivacité à partir du 11 juin jusqu'au 27 juin, une édition tout à fait singulière et inédite en escale sur 3 week-ends. Un peu partout dans la ville, mais surtout à l'atelier 231 pour ce qui concerne les créations 2020 et 2021 des équipes artistiques. Donc n'hésitez pas, on va bientôt ouvrir en ligne les réservations, gratuites, mais on est obligé évidemment de faire des réservations, parce qu'on ne pourra pas accueillir tout le monde, contrairement à l'habitude de ce beau festival. Donc voilà, je voulais juste vous prévenir de ça, ce sera normalement demain à partir de 18h. Donc ouvrez vos yeux, vos oreilles, vos écrans. Voilà. Et puis l'association Rouen Normandie 2028 qui va continuer ses rencontres et qui va ouvrir une nouvelle séquence cet été, vous en entendrez bientôt parler, qui s'appelle Entrer dans le rêve, où on va essayer de jouer justement sur toutes ces utopies, toutes ces réflexions qu'on a eues sur l'espace public avec les habitants, avec les familles. Dès cet été, vous en entendrez bientôt parler, grâce notamment aux réseaux sociaux, au site internet de l'association qui vont bientôt sortir, grâce à Sonia ici présente. Donc on a hâte de vous retrouver. Merci, et on laisse la place aux conclusions. Je l'ai dit ce matin, les synthèses, c'est jamais évident. Mais là, avec la densité des échanges aujourd'hui, ça l'est peut-être encore moins. Alors, assez égoïstement, j'ai choisi de répondre à une question. Qu'est-ce que j'avais envie de garder, moi, Rebecca, de cette journée? Et j'espère que vous partagerez les intérêts que j'ai eus pour des mots prononcés, des phrases, des éclairages. J'évoquais ce matin une exploration, et bien en effet, elle s'est poursuivie aujourd'hui avec une grande question, quel rapport au patrimoine? Pour moi, c'est la question qui était au cœur de l'ensemble de nos échanges. Et ce patrimoine, avec les exemples de Sotteville, présenté par Benoît Héliot,
Nous l'avons cerné, il s'inscrit dans le temps long, un temps qui s'étire. Il est parfois connu, ce patrimoine, parfois enfoui, volontairement ou pas. Fabienne Quémeneur a souligné d'ailleurs la puissance du nom du quartier Recouvrance à Brest, ce quartier qui est venu se poser ou s'imposer sur les ruines d'une Brest bombardée. Le patrimoine aussi, il est constitué de hauts faits et de cicatrices. Ces cicatrices, il faut savoir les regarder, les ausculter, les diagnostiquer. Et c'est l'ambition, le travail de la psychanalyse urbaine de l'ANPU pour ensuite ouvrir vers des à venir, une suite. Ce patrimoine, grande histoire, comme Sotteville, dans l'espace public, peut alors se prêter au jeu et puis au jeu dans les deux sens du terme. Par le truchement d'un artefact, boule de neige, boîte de conserve, comme les installations conçues par les plastiqueurs évoquées par Fabrice de Perrois, les histoires singulières viennent augmenter les lieux, viennent augmenter ce patrimoine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il me semble qu'il y a peut-être là un acte d'enchantement, terme cher à la NPU, d'enchantement qui bouscule les représentations et peut-être aussi une façon de révéler d'autres signifiants qui sont tout aussi importants. Lorsque le patrimoine est investi par l'artiste dans ce processus d'écoute de la ville, surgit de l'étonnement, et cet étonnement, il se joue dans un mouvement double. L'artiste qui est surpris par les usages qui naissent, comme ces fleurs lumineuses en libre service, diront les visiteurs de Vivacité qui les ont cueillies, ou cette feuille posée sur une église à Logroño devenant une scène, et cet habitant qui est surpris par une nouvelle perspective sur ce qu'il croyait connaître. Ce patrimoine aussi, il faut pouvoir s'en libérer. Je n'y avais pas du tout pensé à ça. Se libérer du patrimoine quand son poids fige le temps, lorsqu'il est trop lourd, le Moyen-Âge pesant sur le dos d'un habitant d'une ville restée anonyme. Ce patrimoine, dans tous les cas, il est vivant, comme la ville, mais pas que la ville, on l'a dit. Il est vivant, cœur, artère, poumon. Et s'il est vivant, il s'inscrit donc dans un écosystème où des réseaux racinaires relient, invisibles, mais bien là. Et parfois, dans un tissu de liens, il faut des interprètes pour que le dialogue s'instaure. L'artiste peut être cet interprète, naviguant d'un langage à l'autre, d'une langue à l'autre. La revoilà donc encore l'Europe à travers ses langues. Cristina Algara le dira, les rapports à l'espace public ne sont pas les mêmes en Espagne, et c'est aussi ce que montre le Festival de Logroño, qu'elle a fondé, où des propositions venant du Mexique, d'Allemagne, de France, d'autres pays encore, proposent des installations qui viennent surprendre et créer de nouveaux usages. C'est aussi le cas aussi ici à Sotteville, on l'a entendu, Vivacité qui vient tracer de nouvelles circulations, de nouvelles appropriations d'espace, à Rouen aussi, avec le parcours de Rouen impressionné en 2016 qui réinvestit de nouveaux champs pour circuler dans la ville. Fabienne Quémeneur l'a dit, il n'y a aucun non-lieu. Ça m'a paru extrêmement important, cette expression. Alors, c'est donc se tromper que de penser que les arts urbains s'emparent du vide. Le métro new-yorkais, ses façades parfois aveugles, auxquelles on tourne le dos, elles sont là, et par leur présence signalent une histoire, des histoires. Parfois, faut-il juste un divan pour les entendre, ces histoires. Jean-Guillaume Panis, directeur du Hangar 107, en nous racontant passionné le travail d'Olivier Costa-Teffen, illustre cette posture de l'artiste urbain, observateur, révélateur, traducteur, qui n'hésite pas à rendre signifiants ces espaces qui n'ont pas droit au patrimoine majuscule, ces objets de l'espace public qui charrient des histoires ignorées, maltraitées. Olivier Land, directeur artistique, mais pas que, nous en présentera des figures et des procédés, rendant hommage aux lieux parfois, portant des messages politiques aussi. Il illustrera également ce qui compte tant pour Pierre Sauvageau, l'art contextuel. Le contexte guide l'œuvre, a-t-il dit. Un jeu d'interaction qui, s'agissant du muralisme, s'inscrive dans ce fameux temps long dont on a tant parlé pendant ces 2 journées. Cette contextualisation, elle est aussi plurielle, paysagère, politique, chromatique, et toujours, il a utilisé ce terme plusieurs fois, toujours cette contextualisation révèle, et parfois elle se veut subversive. Bertrand Daquin a quant à lui, je trouve, parachevé ses réflexions en parlant de l'espace public comme un espace dramatique par excellence, où 1000 histoires se croisent et s'enchevêtrent. Alors forcément, c'est un espace d'imaginaire,
imaginaire à la fois singulier et collectif, et donc une scène privilégiée pour l'artiste. Avant de conclure, il me paraît important d'évoquer la contextualisation avec l'actualité. Nous en avons eu des exemples avec Olivier Land, le Brexit, mais aussi la crise sanitaire. Et Christina Algara l'a souligné, alors que les confinements semblent prendre fin aujourd'hui, nous avons besoin d'espaces publics et de le ou les fêter. Sans doute un champ aussi à investir et à investiguer dans le cadre de la candidature européenne. La candidature, capitale européenne de la culture, c'est aussi cela, célébrer les arts, la culture, les cultures. Et donc j'en reviens à Pierre Sauvageau, qui nous a parlé malicieusement de Scrabble et de mots qui comptent double ou triple pour rédiger le fameux Big Book. Alors pour finir, en guise de remerciement et de clin d'œil aux intervenantes et intervenants de nos discussions, j'ai relevé pour chacune et chacun 2 mots qui, selon moi, comptent et compteront beaucoup pour Rouen-Normandie 2028, pour penser culture et espace public. Alors je vous livre ces 2 mots par intervenant dans l'ordre d'apparition comme le veut tout bon générique de fin. Alors je les ai numérotés, j'espère que je vais bien les dire dans l'ordre. Vous ne m'en voudrez pas si je me trompe. Surmoi et frontières, par Laurent Petit. Lâcher prise et art contextuel, pour Pierre Sauvageau. Déplacement et le faire, par Gwenola David. Mon 4, il est là. Constellation et contrainte, par Anne Le Goff. Contaminé et matériaux, pour Florent Bergal. Ancrage et vision, avec Catel Bidon. Amélie Clément nous aura parlé de frottement et de portrait. Caroline Raffin, d'arpenté et de récit. Légende et processus, avec Laure Delamotte-Legrand. Karine Chevalier a utilisé 2 verbes importants, valoriser et oser. Habiter et poésie, avec Alice Baude. Traces mémorielles et tension, avec Benoît Héliot. Je cherche le 13. Fabrice de Perrois, envahissement et mutation. Fabienne Kemener, attachement et non-lieu. Christina Algara, les communs et le mot interprétation. Ensuite, Jean-Guillaume Panis, envisager et observateur. Olivier Land, transfiguré et profondeur. Et Bertrand Daquin, enfin, règles et subversion. Bien voilà, j'en ai fini. Il me reste à passer la main à Laurent Petit. Il avait ouvert nos journées avec cette fabuleuse conférence mardi soir, La vieille Europe, introduction à la psychanalyse de l'Europe. Il revient pour nous offrir les derniers mots, une proposition décadrante. À lui la place. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, merci encore d'être restés si nombreux pour cette présentation de quelques pistes qu'on a imaginées lors de ces 2 jours de colloque dans le cadre donc de la capitale européenne. Alors bon, c'est un peu présomptueux de la part de la NPU puisqu'on ne connaît le cas d'étude que depuis 2 jours, hein, donc on a dû faire, alors qu'il nous faut habituellement entre 6 mois et 1 an. Donc on a dû faire ce qu'on appelle une flash thérapie en interrogeant tous les experts rencontrés au cours de ce colloque et aussi grâce au soutien de l'ensemble du personnel du bar-restaurant, le bistrot parisien, qui était vraiment pour nous un lieu ressource, qui nous a proposé beaucoup d'idées. Alors, je vais aller vite, bien sûr, pour aller vraiment dans le vif du, non pas le vif du sujet, mais le vif du sujet. J'ai carrément essayé de rassembler, de faire une synthèse aussi du colloque pour montrer que la culture est vraiment évidemment au cœur du débat, mais au cœur peut-être de la névrose contemporaine, avec, vous le voyez, toutes sortes d'injonctions, toutes sortes de désirs qui se manifestent autour du concept même de la culture. On peut, si on cite Jacques Lacan, dire que la culture est un peu
non pas le petit A, mais le grand A, du désir aujourd'hui d'imaginer un autre monde, de trouver des solutions à tous les problèmes contemporains, voire dans le grand A, d'aider toutes les populations, tout le monde à se projeter vers l'avenir. Alors c'est un peu la culture est aujourd'hui une sorte de fourre-tout qui se donne aussi une vocation thérapeutique, qui peut aller jusqu'à l'aide sociale, voire à l'aide humanitaire. C'est aussi la culture va aussi construire des ponts, décorer les ponts, expliquer les ponts, expliquer comment regarder les ponts. Donc ça va vraiment très loin dans la tentative qu'a la culture d'explorer tout et n'importe quoi. Et ça peut aller jusqu'à, bien sûr, on l'a vu, j'ai mis quelques mots clés. Jean Vilar, bien sûr, parce que et l'armement. Il y a cette vocation thérapeutique et il y a derrière tout ça l'idée de transgresser aussi, tout en créant du lien social. Et c'est pas facile de créer du lien social, par exemple avec des punks ou des punks à chiens. Alors qu'on a envie, bien sûr, de les intégrer dans le projet global. Et puis il y a derrière tout ça la vieille tradition de voir la culture aider aussi à transcender l'homme, de l'amener à de nouvelles formes de spiritualité. C'est pour cela qu'en psychanalyse urbaine, on aime bien le concept d'ascenseur spirituel, qui permettrait à l'homme de s'élever, et aux femmes bien sûr évidemment, je les oublie, grâce à tous les courants religieux, mais courants philosophiques et courants artistiques. Donc on est donc face à vraiment une vraie problématique aussi de responsabilité. On dirait que la culture porte aujourd'hui la responsabilité de créer du lien social et d'être un peu le ciment d'une civilisation, d'une société en train de s'effondrer, qui menace de s'effondrer. C'est beaucoup de responsabilité et ça fait penser que peut-être inconsciemment la culture est aujourd'hui considérée comme une sorte de religion. Pour relier les gens, pour imaginer, pour l'aider à se projeter vers l'avenir, d'autant que les artistes sont un peu des moines, hein. Beaucoup ils vivent un peu seuls parfois, ils ont un côté prêcheur, ils prêchent pour leur chapelle bien sûr, mais ils essaient de défendre leur cause, et ils sont parfois victimes d'hallucinations, donc ils sont en liaison avec des autres mondes qu'ils essayent de faire partager à l'ensemble de la population. Donc toute la problématique de la culture se retrouve bien évidemment dans Rouen, capitale culturelle. Et avant de rentrer dans la capitale culturelle, vraiment, on va évoquer rapidement les projets concurrents, parce que c'est intéressant pour voir où ils en sont. Alors, j'ai fait une rapide recherche sur Internet. Pour Saint-Denis, je n'ai strictement rien trouvé. Et c'est dommage, parce que Saint-Denis, on l'a psychanalysé, c'est une ville étonnante, hein, elle est liée à la figure de Saint-Denis, qui est un saint qui s'est fait couper la tête sous les Romains, et puis du côté de Montmartre, il a ramassé sa tête et il a marché jusqu'à Saint-Denis, où il s'est écroulé à un endroit où on a construit la basilique. Donc là, par rapport, on le voit représenter Saint-Denis, à la dimension spirituelle de la culture, une belle place pour Saint-Denis, que Saint-Denis d'ailleurs à sa façon a transcendé grâce au stade de football qui est vraiment devenu le temple, une sorte de temple religieux. Alors là c'est moi, mais rien à... Banlieue capitale 2028, je n'ai trouvé que ça. C'est un peu austère comme logo. Ici c'est à Clermont-Ferrand avec deux logos plus ou moins convaincants, hein, bien sûr. Mais sauf que visiblement Clermont-Ferrand est très avancée. C'est une ville qui travaille sur ce projet depuis 4-5 ans avec des tendances lourdes, comme ils veulent mettre par exemple ils veulent offrir une grande place à la gastronomie, la fameuse potée, et ils ont joliment baptisé ça l'opération l'apothéose. L'apothéose pour bien montrer que c'est un plat qui peut se décliner avec beaucoup d'ingrédients européens. Ils travaillent bien sûr aussi sur le pneu avec l'opération Micheline.
qui propose aux habitants de se lancer dans une vraie logique de recyclage en utilisant les pneus pour en faire des bijoux, des meubles, j'imagine des habits. Donc il y a cette idée d'habiller toute la ville avec des pneus durant plusieurs années. Avec un filigrane, là, pour revenir à la dimension transcendantale de la culture, de mettre en place le culte de Bibinda. Bibinda, qui serait donc le pendant féminin de Bibendum. Reims, voilà la fiche de Reims. Alors à Reims, on ose aussi, on ose le blanc sur le rose, on le voit. Sauf que ça manque peut-être de punch. Et avec Rebecca, on a eu cette idée tout à l'heure de rajouter champagne à volonté pour mettre le territoire en ébullition. Alors Amiens est un peu n'apparaît pas non plus, à part Amiens Fun Youth, qui est une sorte de déclinaison de la capitale européenne, mais seulement pour les enfants. Sauf que bon, l'événement a été très perturbé par la pandémie, et ce qui laisse supposer qu'Amiens a déjà des cartouches, puisque tous les spectacles annulés vont pouvoir les refaire dans 8 ans, et aussi ils vont être dans une logique de résilience par rapport à ce demi-échec qu'a été cette capitale. Bon là, je ne sais pas ce que ça fait là, mais c'est Fabienne qui a préparé le diaporama. Là, c'est Bourges. Alors là, Bourges, vraiment, c'est réduit à la plus simple expression. Peut-être que si Bourges a un message à envoyer à l'Europe, c'est de restaurer la royauté. Et peut-être, pourquoi pas, belle idée aussi de Rebecca, la bourgeoisie. Alors là, là c'est Liévin, Lens. Alors là, c'est très austère aussi, mais c'est pas drôle. Mais vous ne pas, mais c'est aussi un territoire qu'on a étudié, et vraiment c'est un territoire c'est un territoire martyr à cause de l'histoire des mines, etc. Mais c'est le pire encore, c'est que c'est un territoire qui est vraiment en train de s'effondrer à cause des galeries de mines. Et donc c'est vraiment sans doute l'effondrement que va mettre en avant cette région pour bien montrer qu'il existe des solutions, même pour les villes martyrs. Et là, c'est Nice. Alors, ça, c'est la candidature de Nice. C'est la seule trace que j'ai trouvée. Et ça peut être une candidature intéressante en soi, parce que c'est une ville qui va peut-être mettre en avant beaucoup de vidéastes pour mettre en avant les caméras de surveillance qui sont très prisées dans cet endroit, et mettre en avant aussi la culture de droite, la culture de droite qui reste peu connue pour l'instant et qui va pouvoir peut-être s'exprimer grâce à ce beau projet niçois. Donc voilà où on en est. Donc on voit qu'à Rouen, on est quand même, on n'est pas dans les derniers au niveau des logos notamment, au niveau même de la carte, la carte de Rouen 2028 qu'on nous a. Alors, elle est intéressante en bien des points, inconsciemment ou consciemment. Déjà, si vous remarquez ici cette petite flèche là-haut, ça c'est le nord. Donc c'est une carte qui a perdu le nord finalement, et qui se pose inconsciemment carrément à l'ouest. Comme si elle avait envie donc de perdre le nord, de perdre la boussole, de perdre la tête pour s'ancrer dans un processus de dinguerie qui lui manque peut-être aujourd'hui. Intérêt aussi, et ça c'est une information que j'ai obtenue cette nuit au bistrot romain, c'est que peut-être le gros problème de la région, psychanalytiquement parlant, c'est cette fameuse névrose obsessionnelle, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, qui empêche les gens de se décider. Et d'après un expert que j'ai interrogé hier, ça cache en fait une vraie modestie, une vraie humilité qui empêche les Rouennais, par exemple, les Normands en général, d'avoir un ego et de dire « c'est comme ça, on y va les gars !» Et alors que l'humilité permet plutôt la discussion, l'échange et d'attendre longtemps avant de prendre une décision. Et se cache aussi derrière cette névrose obsessionnelle, hésitationnelle, excusez-moi, mais qui est obsessionnelle quand même, et bien aussi
un problème de confiance en elle. C'est pour cela que Rouen, très vite, a associé dans le projet son grand frère Le Havre, pour se rassurer, mais aussi inconsciemment, on la voit ici, Paris. Puisque cette carte... Bon, ça va, vous les Chinois, dégagez. Je sais que vous nous espionnez, je sais que c'est pour être micro. Bon, excusez-moi. Parce que cette carte, c'est directement de l'architecte Grosensac, non, que c'est Prozensac, Portensac, Prozensac, quelqu'un pas s'appeler comme ça. Bref, celui-ci qui a attiré l'attention des Parisiens parce qu'ils ont tout de suite reconnu le métro. Ils se sont dit génial, tu veux un métro. Et c'était pour valoriser les transports propres, hein, comme va le faire le beau projet de Rouen 2028, avec des transports fluviaux, des transports en commun et des transports plus propres encore à pied, en trottinette, en vélo ou en rampant, en sortant du bistrot parisien. Et c'est là peut-être que l'ANPU va peut-être vous permettre d'aller plus loin et de se lancer dans une vraie logique de chantier collectif. Puisqu'on l'a vu apparaître aussi dans le colloque cette envie pour cimenter une population, une ville, c'est de créer des chantiers collectifs, des ateliers collectifs, comme on le faisait jadis au temps des moissons, etc., au temps où les usines fonctionnaient encore. Et ça, on a cette piste d'atelier collectif qui peut aussi permettre à Rouen de travailler sur le monumental, hein, comme on l'a vu. Eh bien, on l'a trouvé à Marseille. À Marseille, où il y a un transborder. Il y avait un transborder qui était un peu la fierté de la ville, une sorte de tour Eiffel. Et il a été détruit pendant la guerre 40. Ça reste encore un trauma pour la ville de Marseille. Et il se trouve que le même transborder se trouvait à Rouen. À Marseille, on a psychanalysé la ville, on a détecté une sorte de grand-mère dans l'arbre généalogique, en la personne de Gaston Defferre, qui a été maire de la ville pendant 40 ans. Donc c'est un maire assez facétieux, puisque c'est le dernier homme politique à s'être battu en duel. Il a rencontré toutes sortes de chefs d'État, dont De Gaulle, Mitterrand et le fameux César. César, le sculpteur compresseur. Et comme Marseille souffre d'un vrai problème automobile, une addiction vraiment très forte avec tout un tas d'encombrements routiers, on avait proposé à l'époque à Marseille un traitement de choc pour lutter contre l'automobile. C'était tout simplement, et ça, ce projet, on peut le reprendre à 2028, c'est d'inviter la population à sacrifier son automobile dans une césarienne pour en faire des petits piliers, des petites briques métalliques avec lesquelles on pourrait faire les piliers d'un téléphérique de deuxième génération qu'on a baptisé le Transborder Line, en hommage au transborder disparu et au côté borderline de Marseille. Et ça, on l'avait décliné sur le Vieux-Port. Ce mode de transport pourrait relier les quartiers entre eux et relier toute Marseille avec la grande métropole via, on le voit, un réseau THC pour transport hors du commun. Et ça peut être le mode de transport de demain. Mais qu'est-ce que ça fait là? Ah, je me suis mis en arrière. Non. Et on l'a décliné à Rennes, par exemple, dans la campagne, ici en Ardèche, avec des cabines en forme de bogue de châtaigne. Là, c'est Nain-Beaumont. Et donc, il y a les moyens de travailler avec les habitants pour imaginer toutes sortes de cabines, toutes sortes de stations, et de faire des chantiers collectifs à l'échelle de tout le territoire. Ça, c'est une première piste, hein, la piste du THC, la piste des transports hors du commun. La deuxième piste, elle est liée aux transports fluviaux, à cette idée de mettre en scène la Seine, quelque part, avec des transports fluviaux de deuxième génération. Et ça, c'est intéressant à mettre
en relation avec la montée des eaux, hein, qu'on a donc étudié. Bon, pour aller vite, je ne vais pas expliquer ce schéma, mais on a étudié beaucoup de logements flottants. Et ça peut être des pistes de recherche durant toute la capitale européenne, hein. Le logement flottant, c'est un peu l'avenir aussi de l'humanité qui va être confronté à une montée des eaux impressionnante. Et le projet le plus intéressant, c'était un collectif d'architectes, notamment le collectif Bellastock, qui a lancé un vaste chantier avec la population autour d'un lac dans la banlieue parisienne. Et le projet a pris des proportions surprenantes puisque certaines embarcations qu'on peut appeler des barges, c'était des barges, il faut le dire, ont pris des formes tout à fait étonnantes et certaines ont réussi à remonter, je ne sais pas comment, jusqu'à Venise. Et ça peut être un endroit d'exploration urbaine, un endroit de construction, un endroit de fête. Parce que l'idée, c'est d'utiliser ces barges pour faire la fête, y mettre des bêtes de scène qui feraient des concerts, des spectacles sur ces barges qui sillonneraient les boucles de la Seine, passant d'un côté à l'autre. Et ça, c'est un beau projet que voudrait parrainer l'agence Turlututu, hein, l'agence Turlututu qui s'occupe des rendez-vous de la Cervelle. Hein. Peut-être vous êtes sous le faux nom du titre. Et qui a même déjà, hier soir, inventé un dressing code que je vais enfiler rapidement. Voilà, ça donnera à peu près ceci. Et troisième axe je dirais, des pistes, eh bien, c'est le retour de Jeanne d'Arc. Alors, le retour de Jeanne d'Arc répond à deux besoins culturels, celui de la transcendance et celui du côté provocateur, puisqu'au XIVe siècle, d'après mes souvenirs, 15e siècle, Jeanne d'Arc a été jugée à la fois par les Anglais et les Français parce que, d'une part, elle est rentrée en contact avec Dieu directement. Elle n'est pas passée par le clergé, les corps intermédiaires. Donc, elle a quelque part initié le protestantisme 50 ans avant qu'il n'apparaisse. Et elle a aussi rentré en contact directement avec le roi, n'est pas passée par les seigneurs, donc les corps intermédiaires. Elle a aplani le corps social pour poser en germe la démocratie. Donc c'est une figure dont on peut s'inspirer aussi parce qu'elle a été brûlée. Brûler, ça a créé de la fumée et ça nous ramène à une vraie problématique dans la région, c'est la pollution atmosphérique attisée par l'incident de l'usine qui a explosé et qui pourrait être traitée de manière ludique en réinvestissant la figure de Jeanne d'Arc. Troisième point, et non des moindres, c'est que Jeanne d'Arc, c'est une figure portée par la droite française et même particulièrement par l'extrême droite. Et ça serait une façon peut-être de tendre la main à une partie de la population qui n'est plus du tout concernée par la culture. Et ça, c'est un vrai problème qui fait peur à tout le monde. On prend le Front National comme le loup, on joue au loup avec lui, mais on ne fait rien pour essayer de calmer le jeu en ouvrant la porte à cette population via la figure de Jeanne d'Arc. Et dernier intérêt de Jeanne d'Arc, et non des moindres, c'est que c'est une figure historique qui pourrait pour être réinventée aujourd'hui pour guérir la névrose franco-britannique, comme l'ont fait jadis les ingénieurs anglais qui, en 1840, sont arrivés à Sotteville-les-Rouen, 25 ans après la bataille de Waterloo, pour proposer aux Français, aux Rouennais, aux Sotteviliens, un vrai projet social et culturel, c'était de construire des trains. Et ça accélérait une transition énergétique et civilisationnelle extraordinaire, tout en réconciliant la France et l'Angleterre. Et une Jeanne d'Arc aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle ferait ? Elle ferait l'inverse, c'est-à-dire qu'elle
elle lancerait des chantiers de THC un peu partout dans la région rouennaise, et une fois que la technologie serait en place, elle irait en Angleterre pour lancer des projets de THC et ainsi remettre les Anglais dans le marché commun. Et donc, on pourrait réinventer Jeanne d'Arc aujourd'hui en s'inspirant aussi de la figure de la fameuse Greta, qui lui ressemble quand même comme 2 gouttes d'eau, et envoyer des Jeanne d'Arc un peu partout sur la zone d'Euro 2028, de Rouen 2028, pour initier les gens à la joie des transports en commun propres, à lancer des chantiers de logements flottants et toutes sortes d'initiatives qui permettraient aux enfants de pouvoir se projeter dans l'avenir avec des projets à la fois culturels mais technologiques et techniques. Une éternité pleura comme un silence. Donc j'ai un peu retravaillé avec Rebecca l'affiche où j'ai mis en avant le retour de Jeanne d'Arc. Je vous sens perplexe. C'est peut-être la musique un peu plombante, j'ai exagéré. En fait, c'est la musique du film de Bruno Dumont consacré à Jeanne d'Arc. Je sais pas, vous l'avez vu ? Et il y a une partie du film qui se joue dans la cathédrale d'Amiens. Est-ce que vous avez des questions ?